Introduction. On ne devient pas médecin légiste par hasard. La profession n'est pas basique. Et pourtant, rien ne me destinait à exercer dans ce domaine. J'ai un temps hésité entre la médecine et le droit, pour finalement opter pour la médecine sans tout à fait lâcher le droit, puisque mon métier aujourd'hui m'amène à fréquenter le monde judiciaire au quotidien. À la fin de mes études, passionnantes et parsemées de nombreuses guindailles d'étudiants, je suis devenue élève assistant en anatomie topographique, c'est-à-dire en dissection. J'adorais l'anatomie et mes notes aux examens s'en ressentaient, ce qui m'a valu d'être sélectionnée pour ce poste sous la direction de la préparatrice Nathalie Joseph, une femme qu'aucun étudiant de cette époque n'a pu oublier, tant elle était unique par l'humour, le sens qu'elle donnait à l'existence et surtout la gentillesse. En effectuant des recherches en anatomie topographique sur la transposition de lambeaux de muscle grand dorsal, un muscle du dos destiné à permettre la transplantation de ce muscle pour reconstituer des zones délabrées du corps, j'ai été amenée à fréquenter l'Institut médico-légal IML, où se trouvait un appareil dont nous avons besoin pour radiographer les muscles grands dorsaux et leurs vaisseaux dans lesquels nous avons injecté un produit radio-opaque afin d'en bien visualiser les trajets et les zones effectivement desservies par ces vaisseaux. Ce passage à l'IML m'a intriguée. Il m'a donné envie d'assister à une autopsie et pour ce faire, je me suis inscrite à un stage, chose exceptionnelle car à l'époque, il n'y avait guère de stagiaires en médecine légale. Au terme de ce stage, le professeur Armand André m'a proposé un poste d'assistant que j'ai accepté dès que j'ai pu constater que la médecine générale n'était pas faite pour moi. Voilà comment on devient d'opportunité en rencontre décisive médecin légiste. Ce métier est une passion que j'aime partager, notamment à l'occasion de multiples conférences données à guichet fermé, tant le public est intéressé par cette profession un peu étrange. Il est vrai, étrange que des médecins donnent le job serait plutôt de songer, s'intéresser à des cadavres. Sont-ils normaux, ces gens que les séries américaines présentent en général comme veut
vieux handicapé atteint de la maladie d'Asperger. C'est un cliché, un énorme cliché, si étonnant qu'il en devient caricatural et qu'il n'est pas nécessaire d'y répondre. C'est sans doute comme ça que certains, emportés par l'imaginaire populaire, nous voient. Mais cette représentation est en train de changer. J'en veux pour preuve que c'est une très belle femme. Candy Alexandra, qui joue le rôle du médecin légiste dans la série américaine Les Experts à Miami. Et un très bel homme, Tom Sisling, qui joue ce même rôle dans la série française Balthazar. Ce que j'affectionne par-dessus tout, c'est aller à la découverte des traces et des indices, de tous ces éléments qui permettent de donner la parole une dernière fois aux morts et de les écouter dans ce qu'ils ont à dire, bref, de les faire parler. Ce qui a conduit au titre de mon premier ouvrage, Les morts ont la parole, où je relate une série d'anecdotes de la pratique médico-légale, des anecdotes étonnantes, inouïes, parfois incroyables, comme ces morts qui ne l'étaient pas, ce père que sa fille croyait avoir tué à coups de feu, ce pendu qui ne s'était pas pendu, et bien d'autres. Ce nouvel opus n'est pas la suite du premier. Je n'ai pas voulu faire un livre qui ressemble au précédent, car la médecine légale ne se résume pas à des anecdotes, même si elle en comporte beaucoup. Lorsque nous sommes requis par le magistrat, c'est dans le but de déterminer si un tiers est intervenu dans le médecine de décès et de quelle manière. En clair, nous sommes requis pour évaluer si le décès est causé par un meurtre ou non. C'est dans cet esprit que j'ai écrit ce nouveau livre qui comporte, sauf pour un seul chapitre, et encore des histoires de meurtre ou de ce que l'on croyait en être. Chaque histoire est vraie sur le plan médico-légal. Nul besoin d'inventer, tant la nature humaine est imaginatrice. J'ai évidemment modifié les noms des victimes et des auteurs, et j'ai romancé les histoires pour éviter que mes récits ne ressemblent
à des PV de police. Ces histoires sont racontées comme je les ai vécues. Je les aurais certainement racontées d'une autre manière si j'avais été écrivain, plutôt que légiste. C'est donc avec mes yeux que vous allez vivre des histoires vieilles de plus de 20 ans, pour la plupart. 2 histoires diffèrent, celle qui porte sur la mort du roi Albert Ier et celle où je parle de la mort du Christ, qui constitue le début d'un travail que je suis en train de mener sur le sujet et que je voulais partager. Ce sont des histoires qui me tiennent à cœur et que j'ai réussi à glisser dans ce recueil, au risque qu'elles surprennent un peu. Surtout les autopsies, comme tous les examens de corps que vous allez découvrir, n'ont été réalisés dans le respect des corps défunts. La salle d'autopsie n'est pas un endroit triste, c'est un endroit de vie, un endroit où l'on travaille et où l'on échange avec les magistrats, les enquêteurs et le labo. Pour certains, nous nous connaissons depuis longtemps. On parle de nos familles, de nos enfants, de nos collègues en connaissance. On se raconte la blague du moment. Il nous arrive même de rire, mais jamais aux dépens du corps qu'on autopsie. C'est dans ce même état d'esprit, le respect du défunt, que tous les corps sont recousus après que les organes qui ont été sortis du corps pour analyse et examen ont été remis en place. Le corps ainsi recousu est ensuite restitué à la famille pour un éventuel dernier hommage. Là, le ton est, comme dans le premier livre, plutôt amusant, voire humoristique par moments. Il ne faut pas en déduire que je me moque du cadavre ou de l'auteur du meurtre. Ce n'est jamais le cas. Le ton est ce qu'il est parce que je suis celui que je suis et que je préfère rire de la mort avant qu'elle me sourie. Un jour,